Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Alchimie et on se retrouve en ce jeudi 13 août pour une nouvelle émission de Parlons droit. Alors, la première émission était sur les achats immobiliers. Comment acheter un bien immobilier, quelles sont les étapes, quels sont les pièges à éviter. La deuxième émission d'il y a 2 semaines, c'était sur comment monter une entreprise en Espagne, comment créer une société, comment être autonome en Espagne, auto-entrepreneur. Et cette troisième émission sera une continuité logique de ces 2 premières émissions. Cette troisième émission traitera les achats immobiliers en Espagne avec une société. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et du coup, pourquoi? Pourquoi monter en Espagne une société? Pourquoi monter en Espagne une société pour acheter des biens immobiliers? Pourquoi faire? Est-ce que c'est avantageux? Est-ce que c'est un montage qui va être bénéfique pour nous ou non? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire son achat en tant que personne physique? Alors déjà, pour commencer cette émission, on va voir justement c'est quoi une personne physique et c'est quoi une personne morale. Parce que si on veut comprendre le sens de cette émission et si on veut savoir si acheter en tant que personne morale est un avantage ou non, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Commençons donc avec la personne morale. La personne morale, c'est une personnalité juridique. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, ça veut dire tout simplement que la personnalité juridique, donc la personne morale, peut acheter et vendre des biens. Elle peut posséder un patrimoine et, par exemple, elle peut aussi conclure des contrats. Une personne morale, c'est un regroupement de personnes, qu'elles soient physiques, d'ailleurs, ou qu'elles soient morales, un regroupement de personnes donc qui travaillent ensemble vers un but commun. Ce regroupement-là doit compter au moins une personne physique. Donc il peut y avoir une seule personne physique ou il peut y en avoir plusieurs. Dans le cas d'une société, ça sera donc un associé. On a vu lors de la précédente émission qu'il est possible de monter une société avec justement un seul associé. Donc si moi, Tania, demain je décide de monter une société, moi avec mon voisin ou moi toute seule. Je monte une société. Cette société-là va être une personnalité juridique. Ça va être une personne morale. C'est donc cette société, à travers mes gestions et celles de mes associés, qui va réaliser les activités qu'on a préalablement nommées. Donc, acheter et vendre des biens, posséder un patrimoine, conclure des contrats, etc. En ce qui concerne la personne physique, contrairement à la personne morale, donc, la personne physique, elle, c'est un humain quelconque, un homme, une femme, qui dispose d'une personnalité juridique, qui a donc des droits et des devoirs. C'est ça qu'on appelle la capacité juridique, c'est avoir des droits et des obligations. Dans le cas, par exemple, des entreprises, comme on l'avait déjà vu lors d'une précédente émission, comme on l'a déjà vu, d'une entreprise comme un autonomo, un auto-entrepreneur, un indépendant, c'est cette personne-là qui va avoir la capacité juridique. On dit donc qu'elle agit comme une personne physique. Je reprends le même exemple. Moi, Tania, demain, je suis autonome en Espagne. C'est moi qui ai la capacité juridique. C'est moi, Tania, en tant que personne physique, qui ai cette capacité juridique pour acheter un bien ou faire d'autres activités. En résumé, donc, chaque être humain qui naît se trouve doté de la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'il est apte à être sujet de droits et d'obligations. Sa personnalité juridique cesse, logiquement, à la mort. Alors que, dans le cas d'une personne morale, dans le cas de la personne morale, qui est donc une société, la mort d'un des associés ne crée pas forcément la mort de la personne morale. En résumé, donc, la différence entre une personne morale et une personne physique, les différences entre ces 2 entités, c'est que la personne morale va être une entité juridique, alors que la personne physique, c'est un individu à part entière. Donc, il y a une différence de capacité juridique. Il y a aussi une différence dans la liberté de décision. Logiquement, si je suis une personne morale, donc j'ai des associés par exemple, je vais être contraint à chaque décision de demander l'avis de mes associés, de respecter un protocole, etc. Mais si je suis personne physique, je suis seul, je suis un individu à part entière, donc je peux décider
moi seul, de acheter par exemple une propriété. Voilà, le but de ces définitions, c'est de comprendre dans les grandes lignes ce qu'est une personne morale et ce qu'est une personne physique. Maintenant, la suivante question, c'est de se demander, est-ce qu'il est légal d'acheter un bien immobilier en Espagne via une société en tant que personne morale? Alors oui, vous pouvez acheter en Espagne un ou des biens immobiliers, que vous soyez résident fiscal ou non dans ce pays. Mais il faut nuancer un peu ce sujet-là, cette question, cette réponse. Il faut la nuancer un petit peu, car c'est un sujet qui est depuis quelque temps sujet à quelques polémiques. Effectivement, en 2018, Pedro Duque, qui est ministre en Espagne, ministre de la Science et Innovation, a été ciblé par les médias concernant 2 achats qu'il a effectués de villas, une à Madrid et l'autre dans la région d'Alicante, car il a acheté ces 2 villas-là avec sa femme via une société. Le problème, c'est qu'on lui reproche d'avoir créé cette société patrimoniale dans le but de ne pas payer 4 types d'impôts qu'il aurait dû payer en tant que personne physique. Donc, oui, on peut acheter en Espagne en tant que personne morale. Mais je vous déconseille d'acheter en tant que personne morale en Espagne si votre seul objectif, c'est de passer au travers de certains paiements d'impôts. Si vous êtes seulement motivé par éviter de payer quelques impôts, ça pourrait être par la suite un problème, une accusation par exemple de fraude qui pourrait venir de la part d'Hacienda, de Centre des impôts en Espagne. Donc le but de ce montage-là, le but de créer une société en Espagne ne doit pas être seulement de contourner la loi pour faire quelques économies. Mais voilà, il faut retenir quand même dans les grandes lignes que oui, c'est possible, c'est légal d'acheter en Espagne via la création d'une société, via une société. Et même si on rentre dans les détails, c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus. En Espagne, en 2013, il y a à peu près 22% des opérations d'achat immobilière qui se sont faites via une société, donc via une personne morale. On parle entre 2010 et 2017 d'un total de presque 413 000 opérations d'achat effectuées via une société. Donc plus ou moins 13,7% d'achats effectués entre 2010 et 2017 en Espagne ont été faits via une société. Donc il peut être assez tentant d'acheter par le biais d'une société. Toutefois, si cette acquisition présente certains avantages, les inconvénients sont également nombreux. Finalement, ce montage peut être plus coûteux qu'autre chose. Pourquoi ? On va voir maintenant quelques avantages et quelques inconvénients du fait d'acheter en Espagne via une société. On va commencer par les inconvénients. On va commencer par le côté obscur de ce genre de montage, par le côté négatif. Commençons avec le premier inconvénient. Lorsque nous achetons un bien immobilier, que ce soit notre résidence habituelle ou secondaire, on doit faire face à une série d'impôts qui sont les mêmes pour les particuliers ou pour les sociétés immobilières. C'est le cas par exemple de la TVA ou de l'impôt de transmission patrimoniale, l'ITP. Mais dans le cas des particuliers, il y a un avantage. Lorsqu'on achète une maison pour son propre usage ou un appartement pour son propre usage, le fait d'acheter ne génère aucun type de revenu sur l'impôt annuel, sur l'impôt sur le revenu des particuliers, ce qu'on appelle en Espagne l'IRPF. Donc, moi, Tania, demain, j'achète un bien immobilier. Ce bien immobilier ne génère aucun type de revenu sur mon impôt annuel. Par contre, lorsqu'on le fait, cet achat, via une société patrimoniale, cela implique de facturer ce qu'on peut appeler un loyer au prix du marché à l'associé. Et ce loyer au prix du marché à l'associé sera considéré comme un revenu locatif qui sera donc imposé de 25% pour l'entreprise. Donc c'est déjà une grande différence entre un achat réalisé entre une personne morale et une personne physique.
la personne physique qui achètera un bien ne générera aucun type de revenu sur l'impôt annuel, alors qu'un achat via une société patrimoniale impliquera de facturer ce qu'on peut appeler un loyer au prix du marché. Donc, la société patrimoniale créera ce qu'on appelle un revenu locatif, et ce revenu locatif sera imposé de 25%. Donc voilà, ça c'est le premier inconvénient qui est quand même assez important. Deuxième inconvénient, l'achat d'un bien immobilier en tant qu'investissement n'est pas non plus une opération rentable d'un point de vue fiscal s'il est réalisé par le biais d'une société patrimoniale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que je veux vous expliquer? Si moi, Tania, encore une fois, j'achète un bien et puis je le mets à la location. Ce bien va donc me générer un revenu locatif, un revenu sur le capital immobilier. Donc, ça pourrait être quelque chose qui me fera par la suite payer des impôts. Mais, et c'est important, les dispositions légales en vigueur, qui sont actuellement en vigueur en Espagne, permettent, dans certaines conditions, d'appliquer une déduction pouvant aller jusqu'à 60% sur ce revenu net. Donc, en résumé, j'achète un bien, je le mets en location, je crée un revenu. Mais de ce revenu locatif, l'État, dans certaines conditions, me permet d'avoir une exonération de 60%. Qu'est-ce qui se passe avec les 40% restants? Là aussi, c'est un avantage pour les personnes physiques. Avec les 40% restants, ce n'est pas les 40% qui vont être imposables. Donc, par exemple, on ne va pas prendre 20% d'impôt sur ces 40%-là. Non, ces 40% vont s'accumuler à mes revenus, à mes autres revenus, de salaire par exemple. Ils vont s'accumuler à ces revenus-là afin de déterminer la tranche marginale d'imposition qui me correspond. Donc voilà, avantage assez important. Pourquoi? Parce qu'en face de cet avantage pour les sociétés, en face de cette exonération-là, une société qui loue un bien immobilier, qui génère un revenu, ne va pas avoir le droit à cette exonération de 60%. Au contraire, cette société-là va être taxée à 25%. Donc, si par exemple la société loue un bien immobilier qui lui rapporte 12 000 euros à l'année, elle va être taxée sur ces 12 000 euros de 25%. Alors qu'une personne physique qui va gagner 12 000 euros de revenus locatifs va obtenir une exonération de 60% sur ces 12 000 euros. Donc c'est quand même assez important. Et en plus de ça, une fois que la société a payé 25% d'impôts, qu'est-ce qui se passe? Si un des associés de la société veut sortir de l'argent en tant que dividende de la société, elle va devoir payer cette personne, une fois l'argent sorti, une fois les dividendes sortis, elle va devoir payer ses impôts en tant que personne physique sur cette dividende-là. Alors que cette dividende-là a déjà été prélevée auparavant de 25%. En plus de ça, derrière, elle va encore devoir payer des impôts en tant que personne physique. Donc voilà, là c'est un avantage à double tranchant pour les personnes physiques et un inconvénient à double tranchant pour les personnes morales, pour les sociétés. Alors là, on pourrait se demander où sont les avantages, quels sont les avantages pour une société, quels sont les avantages qui me pousseraient à créer une société, et dans quel cas ça serait bénéfique pour moi au moment d'acheter un bien immobilier. Alors oui, il y en a, et ils sont quand même aussi importants, mais par contre, il y a des conditions assez importantes pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là. On va commencer par le premier avantage. Le premier avantage s'applique lorsque on a un grand actif immobilier, lorsqu'on est dans des cas avec des entreprises qui ont des grands actifs immobiliers. Pourquoi? Parce que les bénéfices obtenus par la gestion des biens immobiliers d'une société patrimoniale peuvent bénéficier d'une déduction jusqu'à 85% des revenus locatifs obtenus. Et ce chiffre-là de 85%, il peut même augmenter jusqu'à 90% dans les cas où on a des locataires qui sont handicapés, ou si on justifie des travaux d'adaptation qui sont nécessaires pour matérialiser la location. Donc là, je suis sûre que vous pensez, Tania, je ne comprends pas. Si on peut avoir une exonération
une déduction jusqu'à 85 voire 90% dans les revenus locatifs, pourquoi est-ce déconseillé de monter une société pour acheter un bien immobilier? Tout simplement parce que malheureusement, cette déduction, ces déductions-là s'appliquent seulement dans les cas où la société a 8 propriétés. Donc il faut 8 propriétés pour bénéficier de cette déduction sur les revenus locatifs obtenus. Et en plus de ça, en plus de devoir avoir 8 propriétés, il faut aussi que les locations soient pour une période de plus de 3 ans. Donc voilà, en résumé, c'est quand même un avantage qui est très important. 85 voire 90% de déduction sur les revenus locatifs obtenus, c'est très 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 important. Mais c'est aussi réservé à des personnes, des sociétés qui ont un profil avec des actifs, des grands actifs immobiliers. Ce n'est pas pour une personne qui veut acheter un ou deux biens. Il faut avoir 8 propriétés pour bénéficier de ce type de réduction. Il y a aussi un autre avantage pour les sociétés patrimoniales lorsqu'elles veulent déduire des frais comparés à des personnes physiques. De quels frais je parle? Des frais au niveau de la location, tout ce qui entoure la location. Je vais m'expliquer un peu mieux. Le catalogue des déductions pour une société est plus avantageux que celui de l'impôt sur le revenu payé par les personnes physiques. Je répète, l'IRPF. Si on parle bien dans le cas où il y a des revenus fonciers. Donc, dans le cas où il y a des revenus fonciers, la personne physique aura un catalogue un peu plus restreint si on l'oppose à une personne morale. Par exemple, je vais donner quelques exemples de ce qui est possible de faire ou non en tant que personne physique et en tant que personne morale. Pour une société, il est possible de déduire dans son intégralité les dépenses inhérentes au bail et qui ne peuvent répercuter le locataire. De quoi est-ce qu'on parle? On parle des frais de copropriété, de la taxe foncière, de l'amortissement du prêt hypothécaire qui pèse sur le logement. C'est aussi possible pour les particuliers, c'est aussi possible pour une personne physique au moment de faire sa déclaration sur le revenu des particuliers, l'IRPF. Mais la différence, c'est que pour un particulier, ces dépenses-là sont uniquement déductibles lorsque le bien est loué. Donc elles sont déductibles quand et pour la période d'occupation des biens. Alors que pour une personne morale, c'est intégralement déductible constamment. Un autre avantage lorsqu'on parle des frais, c'est aussi par rapport aux frais d'accompagnement fiscal. Les frais d'accompagnement fiscal. Si vous êtes une personne physique, vous ne pouvez pas déduire ces frais-là. Par contre, si vous avez une société, vous allez pouvoir déduire ces frais-là. Mais ça, c'est un avantage, bien sûr. Mais rappelez-vous, lors de la précédente émission, on a vu ensemble que ces frais-là sont aussi beaucoup plus élevés, beaucoup plus lourds à assumer pour une société que pour une personne physique. On l'a déjà vu, la société a beaucoup d'obligations fiscales, donc elle a besoin que son comptable, que son gestor fasse beaucoup plus de travail. Donc ça augmente logiquement ses frais. Donc même si c'est des frais qu'on peut par la suite déduire, c'est aussi des frais qui sont plus importants. Alors qu'est-ce qu'on conseille? Qu'est-ce qu'on conseille dans Parlons Droit? Dans Parlons Droit, si on part d'un point de vue fiscal, vous avez vu que en grande majorité l'émission, à part ce qui va suivre maintenant, en grande majorité cette émission-là a parlé des avantages et des inconvénients d'un niveau fiscal, d'un point de vue fiscal, de la fiscalité. Donc si on part sur ce point de vue-là, si vous vous demandez si fiscalement c'est intéressant pour vous ou non de monter une société ou d'acheter avec votre société, la réponse est que c'est intéressant seulement si vous avez, comme on l'a dit précédemment, de grands actifs immobiliers. Pour une personne lambda, sans que ça soit à connotation négative, pour une personne lambda, donc pour la majorité des personnes qui vont acheter en Espagne, qui ont un projet d'acheter un appartement, peut-être 2, voire 3, ce type de montage-là n'est pas bénéfique. Seulement d'un point de vue fiscal. C'est important qu'on voit l'aspect fiscal dans ce que je suis en train de vous expliquer.
Par contre, si vous avez plusieurs propriétés, si votre but c'est d'acheter plus de 8 propriétés comme on l'a vu avant, là, il faudrait se pencher un peu plus sur le fait d'acheter via une société. Si on enlève un peu le côté fiscal, le fait de monter une société, ou d'avoir déjà, peut-être que vous la montez ou peut-être que vous l'avez déjà, en tout cas le fait d'acheter un bien immobilier via une société peut avoir des avantages qui ne sont pas seulement des avantages au niveau de la fiscalité. Je fais référence, par exemple, à la sécurité. La sécurité que peut vous apporter d'acheter un bien immobilier via une société. Ça peut être une sécurité parce que ça peut permettre de protéger votre patrimoine ou le patrimoine des autres associés. Le bien immobilier appartiendra donc à une société, donc peu importe si les autres associés ou si vous-même, vous gérez mal votre patrimoine personnel parce que ce bien-là appartient à une entité juridique. Donc il ne faudra pas vous préoccuper pour ce bien. Ça peut être aussi un avantage dans certains cas pour des héritages. Il peut être par moments plus facile de céder une société plutôt que de céder un bien immobilier. Ça peut être aussi un gain au niveau de la crédibilité. Vous êtes peut-être plus crédible face à d'autres professionnels, face à une banque, face à des constructeurs ou autres, si vous agissez en tant que société. En plus, si vous montez une société avec votre époux, votre épouse, avec votre frère, avec votre sœur, avec un ami, avec qui vous voulez, ça peut être aussi un avantage au niveau des frais. Les frais seront divisés en 2, en 3, en 4, en 5, selon le nombre d'actionnaires de la société, selon le nombre d'associés. Enfin, ça peut être aussi le fait d'avoir une société, une augmentation de la capacité d'achat. Ça revient un peu, par exemple, à la même chose que ce que je viens de dire. Si vous montez une société, vous êtes avec des associés, et donc c'est le capital général de la société, ce que chacun va mettre dans cette société-là, qui sera pris en compte par la banque au moment de vous laisser, par exemple, un prêt immobilier pour acheter la société. Alors que peut-être vous, en tant que personne physique, vous n'avez pas assez d'argent ou la capacité financière pour acheter un bien, à travers d'une société, votre capacité d'achat peut augmenter. Donc en résumé, encore une fois, étudiez bien la situation avant de vous lancer dans le montage d'une société, dans un achat immobilier. Faites-vous accompagner, informez-vous correctement sur les avantages, sur les inconvénients, sur les différents éventails, pas seulement la fiscalité, pas seulement les économies que vous pouvez faire, etc. J'espère que cette émission, du coup, vous a permis aussi de vous informer sur ce point-là, peut-être de résoudre quelques questions que vous avez, quelques doutes que vous aviez avant de l'écouter. Ça serait déjà un bon point. Nous, de notre côté, on va se retrouver de nouveau pour Parlons droit, non pas dans 2 semaines, exceptionnellement, mais dans 3 semaines. Donc ça sera le jeudi 3 septembre. Voilà, on se retrouve pour la rentrée pour Parlons droit. Normalement, d'ici là, vous allez aussi, pour la rentrée, retrouver une autre émission sur des thèmes juridiques en Espagne, sur des informations utiles juridiques en Espagne ou sur l'économie, etc. Ça sera normalement le mardi dans l'après-midi, peut-être à la même heure, à 17h. Le format sera un peu plus court et ça vous permettra d'avoir des informations basiques sans prendre beaucoup de votre temps. Voilà, sinon, Parlons droit, ça sera jeudi 3 septembre. Pour l'autre programme, on vous avisera aussi sur notre page Facebook. En attendant, n'hésitez pas à commenter cette émission. Si vous avez des questions, dites-le moi, je peux y répondre par commentaire. Ou de toute façon, on est en train de monter une émission avec les questions que nos auditeurs nous posent. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions si vous voulez obtenir des réponses, à partager le lien et à continuer à nous écouter, que ce soit dans mon émission ou sur les autres programmes. On se revoit donc en septembre pour la rentrée et d'ici là, je vous souhaite des bonnes vacances.